Célébrée pour sa douceur de vivre, la Thaïlande est le du sourire, de la gentillesse, des saveurs, des robes de safran qui côtoient les buildings modernes. La Thaïlande fascine par la beauté de ses paysages, sa culture et sa spiritualité. Un royaume accueillant qui enchante les voyageurs par la multiplicité de ses visages. Les anciens royaumes de Siam sont d'une richesse infinie. Préparez-vous à un voyage haut en couleurs et doux comme la soie. Bangkok, la capitale du royaume de Thaïlande, fait partie de ces dragons d'Asie dont la croissance économique est spectaculaire. Avec près de 8 millions d'habitants, la ville montre plusieurs visages, marqués par une histoire. Récemment, les quartiers de Siloam et de Siam Square ont pris des dimensions impressionnantes. Des centres commerciaux à l'architecture sophistiquée rivalisent dans le gigantisme. Cet élan de modernité n'a pas bouleversé le cœur de la vie des Thaïs, bâtie autour de petites échoppes où l'on vient se restaurer tout au long de la journée, et les fameux tuk-tuk, ces scooters-taxis qui poursuivent leur va-et-vient incessant. Au centre de Bangkok, le temple de Wat Po, avant de posséder la plus vaste collection de Bouddhas de Thaïlande, était un des tout premiers centres d'éducation publique. La collection de stupas rend hommage aux 3 premiers rois Chakri et côtoie 91 stupas plus petits. Le Wat Po compte également une bibliothèque qui conserve un vieux Tripitaka, qui rassemble des écritures saintes du bouddhisme. Le Bouddha couché avec ses 46 mètres de long se sent presque à l'étroit dans ce bâtiment. La statue a été modelée en plâtre sur une structure en briques et dorée à la feuille. Des incrustations de nacre ornent les yeux et les pieds. Ceci détaille 108 caractères bienveillants d'un Bouddha. Au centre de Bangkok, il reste un espace qui a été épargné par la croissance galopante. Lorsque l'humidité n'imprègne pas encore lourdement l'atmosphère, des silhouettes s'agitent avec souplesse dans le parc de Lumpini. Pour les plus jeunes, ce sont des exercices de kung-fu, l'art martial chinois. Ailleurs, des groupes sont organisés par affinité pour pratiquer le tai chi, souvent traduit par la boxe avec l'ombre, tant l'observateur a l'impression que le pratiquant se bat avec une ombre. Il s'agit d'un art martial qui développe des qualités comme l'équilibre, le calme, la concentration. Le Wat Phra Kao abrite le Bouddha d'émeraude. L'édifice jouxte l'ancienne résidence royale. L'ensemble du temple est une des merveilles architecturales, que ce soit les stupas, les toits scintillants en tuiles oranges et vertes, les piliers incrustés de mosaïques ou encore les frontons de marbre et les murailles intérieures magnifiquement décorées. Tout exprime une atmosphère de sacré. Le site demeure un lieu de pèlerinage recherché depuis 1782, année où Bangkok devint la capitale de la Thaïlande. Le bâtiment qui abrite le Bouddha est somptueusement décoré, gardé par un couple de géants mythologiques. Tout y est finement ciselé. Seuls les bouddhistes ont accès à l'intérieur du temple qui abrite le Bouddha d'émeraude, dont la taille ne dépasse pas 75 cm, mais qui est la représentation de Bouddha la plus vénérée en Thaïlande. Le Grand Palais est l'ancienne résidence royale, parfaitement entretenue. Il accueille régulièrement des chefs d'État en visite. Plus de 100 bâtiments représentent 200 ans de royauté et d'innovations architecturales.
Les grandes artères de Bangkok sont aussi constituées d'un fleuve, la Chao Phraya, et de ses affluents. Sans oublier des canaux, les klongs, qui tissent un vaste réseau à travers la ville. Dans ces quartiers, que ce soit les maisons particulières, les commerces ou les temples, tout reste tourné vers le fleuve, perpétuant ainsi l'époque ancienne où les Thaïlandais se considéraient comme les seigneurs de l'eau. Ce réseau unique en Asie est sillonné en permanence par toutes sortes d'embarcations, de la barque traditionnelle aux canots effilés et généreusement motorisés. Ces embarcations à fond plat traversent parfois les klongs à pleine vitesse. Les maisons thaïlandaises, sur terre ou au bord des klongs, sont presque toujours sur pilotis. À cela plusieurs raisons. La mousson, qui peut brutalement faire monter les eaux, mais aussi la chaleur, car la circulation de l'air sous les maisons les rafraîchit, et les pièces sont ainsi moins accessibles aux animaux. Les marchands font du porte-à-porte en bateau autour d'une véritable cité lacustre. Toute la vie quotidienne peut se gérer en naviguant. Pour un œil occidental, la transition n'est pas évidente. Mais le voyageur avisé décèlera tout de suite les senteurs épicées de la cuisine chinoise qui marquent l'arrivée dans Chinatown, le quartier chinois. Les Chinois ont été les premiers dans l'histoire de la capitale à privilégier la rue et les habitations en dur aux maisons flottantes. Ce qui, lors de l'expansion de la ville, a donné une importance stratégique et économique de premier plan à ce quartier. Pak Klong, le marché aux fleurs, est tout aussi exaltant pour les sens. Les fleurs lotus sont bien entendu en vedette, elles sont aussi bien utilisées pour la décoration que pour des rituels de prière et d'offrande dans les temples. L'orchidée est un des symboles du royaume de la Thaïlande, qui est le premier exportateur au monde d'orchidées coupées. Elles sont un élément de décoration incontournable. Certaines traditions culinaires peuvent laisser perplexe, mais dans la rue, on adore grignoter autour de petites échoppes des grillades d'abats, des fritures de grenouilles, voire encore des cigales, des sauterelles ou des vers à soie. Dans le Wat Po qui abrite le Bouddha géant, comme en témoignent certains murs, le roi Rama III y installa également un centre national d'enseignement de la médecine traditionnelle thaïlandaise, avec une partie réservée au massage. Aujourd'hui encore, tous les spécialistes du massage traditionnel se forment au Wat Po, qui est la référence en la matière. Le progrès technologique a apporté bien sûr d'autres évolutions et s'est ouvert sur des soins plus complets. L'environnement s'est sophistiqué, proposant aux clients de véritables complexes alliant la médecine traditionnelle avec des prestations de balnéothérapie haut de gamme. Le dôme au sommet de la State Tower est à l'image du boom économique de ces dernières années, sophistiqué, inattendu, dominant la ville à près de 260 mètres de haut,
un lieu à la mode qui permet de prendre toute la mesure de l'expansion de la ville. Une fois un peu de fraîcheur retrouvée, la vie nocturne s'organise autour de petits restaurants et de concerts en plein air. À 80 km de Bangkok, Ayutthaya fut la capitale du royaume de Siam du XIVe au XVIIIe siècle. Cette période marqua l'apogée du royaume thaïlandais en termes d'expansion géographique à travers le Laos, le Cambodge et la Birmanie actuelle. L'ensemble du parc historique d'Ayutthaya est désormais inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, où 33 monarques siamois de diverses dynasties se sont succédés jusqu'à la prise de pouvoir par les Birmans. Ce sont les Birmans qui, par la suite, les temples de leur feuille d'or et étilé un bon nombre de statues. Le Wat Phra Si Samphet fut le plus grand temple d'Ayutthaya, construit au XIVe siècle. L'enceinte comprenait un Bouddha debout de 16 mètres de hauteur, recouvert de 250 kilos d'or que les conquérants birmans ont fait fondre. L'alignement de 3 impressionnants chedis a exprimé la quintessence du style Ayutthaya, devenu synonyme d'art thaïlandais. Le Wat Phra Lo est un grand Bouddha couché à l'extérieur de la ville. L'immense drap de safran qui l'habille est un don qui, selon la tradition, va porter bonheur au donateur. Dans tout le pays, il y a un sentiment de l'omniprésence du sacré qui s'étend de telle sorte que les Thaïlandais saluent avec beaucoup de respect tout monument religieux et pratiquent quotidiennement les différents rituels. La prière se termine en allant coller une petite feuille d'or sur la statue. Sur les rives de la Mae Nam Chao, les ruines de la tour et des chedis du Wat Chai Watanaram ont été restaurées et permettent de retrouver toute l'allure et la savante géométrie de l'époque. En se dirigeant vers l'ouest, vers la province de Kanchanaburi, les derniers méandres du delta du Chao Phraya quadrillent la plaine de Maré Salan. Le travail est harassant. Le pays est à la fois un gros consommateur de sel et un exportateur important. En Thaïlande, selon la légende, la combinaison du riz avec le sel relève du domaine des dieux. Le delta laisse de larges espaces à la Chao Phraya, beaucoup plus tranquille et paisible que dans les dédales de la capitale. Le tumulte reprend le dessus dès lors que l'on approche du marché flottant, où se mêlent les barques des touristes à celles des marchands de fruits et légumes dans un canal étroit. Les petites bananes frites sont une douceur très recherchée par les Thaïs. Et le pays en cultive une vingtaine de variétés. Certaines femmes se protègent de l'agressivité du soleil avec du Tanaka, une crème à base de plantes. Les fruits sont un véritable don de la nature et souvent inconnus des Occidentaux, mais ils sont vite conquis par leur saveur. Le temple de Wat Ban Kung a la particularité d'avoir été recouvert par un arbre pipal qui l'a complètement enveloppé avec ses racines.
Au fil des siècles, les racines ont constitué une véritable carapace qui abrite et protège une statue de Bouddha recouverte de petites feuilles d'or. La Thaïlande compte de nombreux parcs nationaux destinés à protéger la nature et son environnement. Les chutes du parc de Sai Yok, bien qu'au débit restreint en saison sèche, font la joie des enfants qui viennent s'y rafraîchir et jouer le long de la roche. Le pont de la rivière Kwai n'attirerait pas tant de visiteurs s'il avait été construit dans des conditions moins dramatiques. Le pont enjambe la Mae Nom Kwai. Les Japonais qui occupaient le pays en 1942 avaient décidé de relier la Birmanie à la Thaïlande par une voie ferrée pour permettre de transporter des armes et des vivres. Les conditions de travail ont été terribles, en particulier au col du feu de l'enfer, où avec des outils dérisoires, des prisonniers de guerre britanniques, australiens et de différents pays asiatiques creusaient la roche. Aujourd'hui, cette forêt de bambou est un lieu de recueillement à la mémoire des 90 000 prisonniers qui ont péri dans la construction de cette ligne. La rivière a retrouvé aujourd'hui une atmosphère paisible, qui sert de point de départ pour des randonnées dans les plaines et forêts avoisinantes, ou tout simplement pour se détendre et profiter d'une vue apaisante. Le riz est l'une des principales cultures de la Thaïlande, qui est le premier exportateur mondial. Selon la plupart des connaisseurs en Asie, le riz thaï est le meilleur de la planète. Cette céréale occupe également une place majeure dans la culture gastronomique du royaume et sa culture fait bien entendu l'objet de toutes les attentions. À Suphanburi, les visiteurs se pressent à l'entrée du temple de Wat Pa Leilei. Quelle que soit l'origine sociale, l'âge, on retrouve chez les Thaïs la même dévotion accompagnée d'une pratique assidue du bouddhisme. Dans un pays qui compte près de 300 000 moines, la religion s'inscrit naturellement dans la vie quotidienne. Suphanburi, connu au XIIIe siècle comme Hutong, a été influencé par plusieurs mélanges de styles Mon, Khmer et local. Un style qui préfigure ce que sera Ayutthaya quelques années plus tard. Les caractéristiques principales de la représentation du Bouddha de cette époque sont le fin soulignement des yeux et de la bouche comme une fine moustache. Cette ancienne demeure d'un riche marchand de l'époque Ayutthaya est caractéristique du style architectural des maisons en teck avec de vastes pièces largement protégées du soleil. Plus bas, sur la rivière, à Samchu, les anciens perpétuent les traditions. En particulier, la dégustation d'un café sucré qui obéit à un savant dosage et un filtrage tout aussi précis que l'on consomme à la terrasse d'un café.
Sur les étals, le poisson est abondant. La rivière abrite plus d'une trentaine d'espèces. Le Wat Tasung, près d'Uthai Thani, date pour une partie de la période Ayutthaya. Des éléments plus contemporains se sont ajoutés au fil de l'histoire, mais très finement décorés. À l'intérieur du temple, tout est en brillance et en reflets. Il s'agit de la première représentation de Bouddha. Ce sont les moines qui à la fois impriment un courant de pensée à l'ensemble du site, initient des disciples à certaines formes de méditation et décident de la composition de l'ensemble du site. Les lieux d'enseignement, la bibliothèque encore en construction, sont tout aussi superbes. Chaque temple n'est financé que par les dons des fidèles. Autour d'Uthai Thani, une réserve naturelle préserve toutes les richesses générées par la Chao Phraya et ses affluents. Dans le village de Banan Thapo, on retrouve surtout une minorité ethnique venue du Laos il y a 300 ans, les Laos Krang. C'est un peuple qui travaille le coton et le tisse avec des outils traditionnels. Dans le village, les femmes filent le coton et la laine selon la tradition Laos Krang. Cette activité permet à la coopérative de Banan Thapo de maintenir une activité traditionnelle et représente une source importante de revenus. Elles tissent le coton sur des métiers qui remontent du fond des âges, puis les teignent avec des ingrédients naturels comme le krang, une résine obtenue à partir d'un insecte qui génère un rouge éclatant. Ces longs châles seront portés lors de fêtes religieuses. Les motifs reprennent des animaux, des fleurs ou des armes de chasse et affirment leur profond attachement à la nature. La fleur de lotus pousse facilement à partir du moment où elle a les pieds dans l'eau. Dans la culture thaï, le lotus est une allégorie de la vie du sage. Les racines poussent dans la boue et les fleurs blanches s'épanouissent vers le ciel. Les champs de riz ont eux aussi besoin de beaucoup d'humidité. Les pieds baignent en permanence dans l'eau. Certaines régions effectuent parfois 2 à 3 récoltes par an. Le manioc, lui, se cultive sur des plaines plus arides et sa production est essentiellement destinée à l'exportation. Protégé par d'imposantes falaises, à Lansak, une forêt primaire abrite un palmier endémique qui nous fait remonter très loin dans le cours de l'histoire. Les arbres, les plantes n'ont pas bougé depuis plusieurs siècles. Partage les lieux préservés de toute civilisation. Sur la rivière Sakai Krang, lorsque l'on navigue vers Uthai Thani, tout y est une nouvelle fois paisible. Les pêcheurs vivent sur la rivière dans des maisons autour desquelles certains élèvent des poissons dans des bassins protégés. Cette superbe demeure qui reprend toute la tradition naturelle. Les dernières grandes jonques qui sillonnent encore la rivière avaient jadis les cales qui débordaient de riz. Aujourd'hui, elles se contentent de promener des visiteurs pour découvrir les secrets du delta, qui lui aussi est devenu une réserve naturelle de tout premier plan. Kampong Phet annonce la proximité de Sukhothai, l'ancienne capitale du royaume. Le parc historique est aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Le Wat Phra Kao, qui jouxtait autrefois le palais royal, a souffert des intempéries, ce qui donne à certaines statues de Bouddha ses allures élancées inhabituelles. Sukhothai a été la première capitale du Siam et a connu son apogée entre le XIIIe et le XIVe siècle. Une époque qui est considérée comme l'âge d'or de la civilisation thaïlandaise. Durant ces 200 ans, le souverain le plus célèbre fut le roi Ramakameng, qui mit au point les premiers caractères d'écriture thaï en modifiant l'écriture sri-lankaise. Les écrits sont considérés comme l'origine de la littérature thaï. Le Wat Mahatat est le plus grand temple de Sukhothai, avec un chedi principal. Malgré les années, la finesse de l'architecture et les perspectives des différents éléments du sanctuaire royal donnent une atmosphère de paix. Une invitation à la méditation, comme le suggèrent les nombreuses représentations de Bouddha. Les différents chedis témoignent de l'influence de l'art khmer avant l'addition de celui de Ceylan dans cette région. Toujours baigné par une nature splendide, le Wat Sisawai et ses 3 pagodes de style khmer fut édifié dans le style hindou. Une trace de sculpture hindoue avait permis d'identifier l'origine du temple, qui fut converti plus tard en monastère bouddhiste. Le lieu a beau être sacré, il n'en reste pas moins que les douves du parc sont poissonneuses. Il convient de pêcher traditionnellement au filet. En poursuivant notre route vers le nord, Lampang, cet ancien centre de négoce du teck, abrite un des plus beaux temples en bois de style Lana dans le nord de la Thaïlande. Le Wat Pratat Lampang Luang a été construit par le roi de Chiang Mai au XVe siècle. Et tout porte à croire qu'il s'agit de la plus ancienne construction en bois du pays. Derrière le temple, le chedi a été érigé en 1449 et fait 45 mètres de haut. La partie la plus spectaculaire est cette vaste salle de prière soutenue par des piliers en teck et finement décorés. Des fresques du début du XIXe siècle représentent des jatakas, des récits des vies antérieures de Bouddha. Environ 95% de la population pratique le bouddhisme Theravada. Socialement, il est du devoir de tout homme de passer une brève période de sa vie comme moine, de préférence à la fin de ses études. Aujourd'hui, au Wat Sri Chum se déroule une grande cérémonie d'ordination pour des novices. Les garçons de moins de 20 ans peuvent devenir novices, un prestige recherché par de nombreuses familles qui obtiennent beaucoup de mérite lorsqu'un de ses fils prend la robe et la sébile. L'école est obligatoire et gratuite jusqu'à l'âge de 13 ans. Après, elle devient payante et devenir novice est donc un moyen de continuer d'aller à l'école. Les éléphants comptent parmi les principaux symboles de la culture thaïlandaise. 2 raisons expliquent sa place dans l'imaginaire thaïlandais. D'une part, il a toujours été l'animal de trait par excellence dans les fermes comme dans la jungle. Et d'autre part, le troupeau d'éléphants constituait l'arme suprême des armées d'Asie avant l'apparition des chars et autres armes lourdes. Le nombre d'éléphants sauvages en Thaïlande est actuellement estimé à moins de 3000,
et l'on compte environ 2300 éléphants domestiques. Depuis que l'abattage des arbres est interdit en Thaïlande, un grand nombre d'éléphants domestiques s'est retrouvé quasiment abandonné, voire maltraité. Dans ce centre, les éléphants sont accueillis et soignés pour la plus grande joie des visiteurs, pour qui ces pachydermes restent un spectacle fascinant. Les éléphants restent une source de main-d'œuvre exceptionnelle, notamment dans la jungle, compte tenu de la force qu'ils peuvent déployer avec leurs trompes. Si dans certaines régions, le nombre des naissances d'éléphants a tendance à remonter, les spécialistes essaient de favoriser les naissances en captivité pour tenter de préserver l'espèce. À l'hôpital des éléphants, ce n'est qu'une longue litanie des sévices infligés aux pachydermes par des propriétaires sans âme. L'un essaie de sauver son pied à la suite d'un coup de feu, l'autre a marché sur une mine et réapprend à vivre avec son nouvel équilibre. En se rapprochant de Chiang Mai, dans le village de Lamphun, ce temple construit au XIe siècle possède un des 8 stupas les plus vénérés de Thaïlande. Il était resté à l'abandon jusqu'à ce que Kruba Siwichai, l'un des moines les plus renommés du royaume, décide dans les années 1930 de le faire restaurer. Poursuivant notre voyage vers le nord, nous arrivons à Chiang Mai. Très vite, les mystères et légendes qui entouraient cette cité se placent à toutes les caractéristiques d'une métropole cosmopolite et contemporaine. Dans le même temps, les archéologues ont récemment exhumé le Winag Kumkam, qui est le premier habitat connu de la région de Chiang Mai, temps du XIe siècle. La Muay Thai, la boxe thaï, est populaire dans tout le royaume. Il s'agit d'un art martial particulièrement violent qui contraste avec toute la douceur qui émane du pays. Les règles sont simples. Il est permis de frapper l'adversaire à n'importe quel endroit du corps. Plusieurs centres d'entraînement comme celui-ci accueillent des Occidentaux fascinés par le lyrisme des films d'Hollywood sur le sujet. Mais se confronter à la réalité demande un moral et un physique à toute épreuve. Les matchs sont enflammés dans des arènes combles où les coups de genoux ou les coups de coude sont souvent décisifs. Au lever du soleil, les Thaïs se pressent autour du marché qui déborde sur les trottoirs. Ils viennent faire leurs courses, mais aussi pour nourrir les moines qui sont complètement dépendants de la population laïque. Cette offrande de nourriture fait partie des bonnes actions qu'un fidèle doit régulièrement accomplir. Ces actes de charité seront comptabilisés pour la prochaine réincarnation. À l'occasion d'une nouvelle entaille, les dignitaires religieux de la région et les notables se retrouvent autour d'une prière commune. Tous se dirigent ensuite vers la rue où une longue file de fidèles les attend pour participer aux offrandes matinales.
Des assistants permettent d'alléger au fur et à mesure les moines de leurs offrandes. Chiang Mai compte plus de 300 temples. Mais c'est sur le Doi Suthep, à près de 1000 mètres d'altitude, que se niche le Wat Pratat, une véritable merveille à l'écart du brouhaha de la ville. Fondé au XIVe siècle par le roi Keu Naon, il s'agit d'un des temples les plus sacrés du Nord. Comme pour une majorité de temples en Thaïlande, ils sont régulièrement restaurés grâce aux dons des visiteurs et des fidèles. La légende raconte qu'un éléphant portant une relique sacrée, après 3 jours de marche dans la montagne, se soit écroulé à cet endroit. Et le temple, et en particulier le Chedi à l'intérieur de l'enceinte, lui rendent hommage. Le Chedi recouvert d'or est entouré d'un corridor en marbre sur lequel les visiteurs effectuent leur circumambulation avec dévotion. Au-dessus du temple, au fur et à mesure de l'ascension, la montagne change de visage avec l'apparition de conifères et de toute une végétation spécifique. Le parc naturel qui tente de préserver le reste de la montagne compte 300 espèces d'oiseaux et plus de 2000 espèces de fougères et de fleurs. Des plantations de café occupent les plateaux ensoleillés. Vers 1500 mètres d'altitude, nous arrivons dans un village Hmong. Les minorités ethniques qui occupent les régions montagneuses du Nord sont souvent des peuples d'origine semi-nomade venus de Chine ou du Tibet. Ils survivent sur ces terres grâce à l'aide d'associations humanitaires et de tissage. Les Hmong, comme les autres tribus n'étant pas considérés comme citoyens thaïs, sont tenus à l'écart de toutes les aides et les ressources. La Thaïlande est le premier exportateur de fleurs d'orchidées coupées. La déforestation et la collecte excessive d'orchidées sauvages ont fait courir le risque de disparition à plusieurs espèces. Depuis, de nombreuses fermes ont dédié leur activité à la culture de cette fleur superbe qui se décline subtilement dans de nombreuses teintes. Suivant les régions, les mélodies des musiques traditionnelles se font plus pastorales au centre du pays pour être plus dépouillées dans le nord. À Chiang Mai, l'artisanat occupe encore une place importante dans l'économie de la région, comme la fabrication d'ombrelles peintes. Un travail minutieux qui donne lieu chaque année à un festival, le Bo Sang, qui présente et récompense les meilleurs artisans. L'expression des mains des danseuses a toujours fasciné le visiteur. Les gestes des mains sont appelés mudras et ont une valeur explicative importante, car ils permettent aux spectateurs avertis de lire une danse, un langage qui se transmet au fil des générations.
Avec la descente vers le sud, en direction du golfe de Thaïlande, le décor change radicalement. Koh Samui est la troisième plus grande île de Thaïlande, un paradis touristique avec de belles plages de sable fin. Les premiers habitants de Samui arrivèrent de Chine, de l'île de Hainan, il y a 150 ans, pour cultiver la noix de coco. L'influence de Hainan est sans doute à l'origine de la différence culturelle entre Samui et les autres îles du sud. Lorsque la mousson vient à rafraîchir l'atmosphère, c'est le moment d'aller au Bangrak Market, un marché où bien sûr la noix de coco est omniprésente, mais où fruits et légumes abondent également. Chaveng est aujourd'hui un des sites les plus fréquentés de l'île, avec une rue principale toujours très animée de jour comme de nuit. Mais ce qui fait la réputation de Chaveng, ce sont aussi de longues plages qui se découpent au rythme de plusieurs baies avec des récifs de coraux recherchés. Dans ces paysages enchanteurs, le voyageur n'a que l'embarras du choix pour aller se rafraîchir dans des petites criques abritées. C'est dans ce cadre luxuriant que viennent se nicher des centres de relaxation et de balnéothérapie. Surnommée la perle du Sud par l'industrie touristique, Phuket est la plus grande île de Thaïlande. Longue d'une cinquantaine de kilomètres, les plages du nord-ouest ont encore préservé leur calme et leur authenticité. Tandis que plus au centre, ce sont les grands hôtels qui ont à nouveau investi les plages. Après le terrible tsunami de décembre 2004, une formidable énergie a mobilisé la région pour réussir en quelques mois à relancer le tourisme. Sur les plages de Mai Khao au nord, les Thaïs adorent aller déguster du poisson sorti directement des barques rentrées de la pêche. Là encore, c'est tout un peuple qui s'est remotivé pour aller à nouveau en mer malgré le souvenir de 2004. Et ils ont pu reconstituer peu à peu, grâce à l'entraide internationale, leur flotte de pêche. Patong Bi, de son côté, ne semble ne s'être jamais départi de son dynamisme et de son penchant pour la fête. La vieille ville conserve des exemples d'architecture sino-portugaise, caractérisée par des maisons de négoce à 2 étages où Malais, Chinois et Portugais commerçaient avec les Indiens et les Arabes. Le long du Pak Prachanel qui borde la péninsule de Phang Nga, les villages de pêcheurs se succèdent. Le poisson sèche au soleil, tout comme les encornets qui seront salés et consommés dans quelques semaines dans tout le pays. Ce sont les femmes d'une communauté birmane qui s'occupent de la salaison et du conditionnement. Les parfums dominants sont à la hauteur des surfaces consacrées au séchage. En se dirigeant vers la baie de Phang Nga, ce sont les singes qui gardent le Wat Tham Suangkwa, un temple niché dans une grotte.
Dans le sanctuaire troglodyte, une grande caverne abrite un Bouddha couché de 15 mètres. La mangrove borde une bonne partie de la baie de Phang Nga, une réserve naturelle à elle seule avec un dédale de chenaux que seuls les pêcheurs connaissent. Dans la mangrove, comme sur les rivières, les pêcheurs habitent dans des maisons flottantes. Les eaux offrent une profusion de poissons, ainsi que de nombreuses variétés de grenouilles, sans oublier les varans qui se cachent habilement derrière la végétation. Ces mangroves constituent la plus importante forêt de mangroves primaires du pays. À proximité de la mer, le temps a creusé des grottes calcaires dans la roche, dont certaines forment des tunnels étranges d'où s'envolent des chauves-souris. Au bord de la route côtière, les pêcheurs se détendent en participant à un concours de chant d'oiseaux très populaire dans le sud. Il s'agit de déterminer quel est l'oiseau qui chante le plus longtemps pendant une période donnée. On peut s'interroger sur la capacité des juges à percevoir les chants entre les rumeurs de la route et les cris d'encouragement des propriétaires. L'enjeu est de taille. Le premier prix est un scooter flambant neuf. Le deuxième prix, un système de télévision par satellite. La coque d'une noix de coco sert de chronomètre. Lorsqu'elle se remplit d'eau et coule, la manche est terminée. En se dirigeant vers Krabi, les falaises calcaires se succèdent, lacérées par les pluies torrentielles de la mousson. En contrebas, les forêts de palmiers succèdent aux plantations d'hévéas, dont on recueille la précieuse sève pour en faire du caoutchouc. Les plages de Krabi donnent sur un chapelet d'îles qui autrefois servait de repère aux pirates asiatiques. Dans cette région durement touchée par le tsunami, les pêcheurs ont mis du temps à reprendre la mer et retrouver des touristes pour leur faire découvrir les trésors cachés de leurs îles. Cette multitude d'îles est due au mouvement d'une faille sur le continent qui ont déplacé d'énormes blocs de calcaire et les ont disposés de manière géométrique. Ces blocs forment des falaises abruptes qui surplombent la mer. Certaines de ces îles laissent simplement apparaître, suivant le rythme des marées, une fine bande de sable, plage idéale pour profiter des eaux turquoises. La plus connue de toutes est l'île de Koh Ping Kan. L'île penchée est surnommée île James Bond, depuis le tournage d'un film de la célèbre série 007. Plusieurs îles semblent avoir été sculptées aussi bien par le sommet que par la base, avec des grottes qui émergent à fleur d'eau. L'île Hong est sans doute celle qui a été façonnée de la manière la plus originale,
avec une succession de grottes et de tunnels qui communiquent à travers la roche. L'île de Koh Phanny est peuplée essentiellement de pêcheurs musulmans. Ils ont été surnommés les gitans de la mer. Cette île, dont une grande partie des maisons est construite sur pilotis, possède une mosquée et une petite école pour accueillir les enfants du village. Les musulmans sont une petite minorité en Thaïlande, mais sont plus nombreux à l'approche des côtes de la Malaisie toutes proches. La Thaïlande ne se dévoile qu'au fur et à mesure. Elle a encore tellement d'espace à nous faire découvrir, de douceur à nous faire partager, qu'il faudrait déjà songer à y retourner.